Encore un accident de chasse, hein. Je vous conseille quand même de trouver quelqu'un dans vos vies qui n'a Dieu que pour vous, comme les chasseurs n'ont Dieu que pour les sangliers, hein, au point de les voir absolument partout, même si en fait hein, c'est un chien, un promeneur, un nourrisson, un cycliste, une borne à incendie. Hein. Je suis prêt à parier que si tu les fous en convention comics, ils sont capables de défourailler tous les cosplayers de Deadpool, hein, en pensant que c'est des sangliers. Hein. Bon, j'ai pas dit que c'était une mauvaise idée, attention, hein, mais tu m'enlèveras pas de l'esprit que avant de tirer, ils ne se posent qu'une seule question: est-ce que ça bouge? Et ça leur fait au moins un point commun avec DSK. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 375e JT Comics. T'es en train de me dire qu'on a fait 45 minutes de Gardiens de la Galaxie spécial Noël juste pour trouver un cadeau à Star-Lord alors que ça se réglait en 3 secondes en librairie en commandant le livre à apprendre à maîtriser ses nerfs pour ne pas baiser la moitié de l'humanité juste parce que sa meuf ne sait pas retomber sur ses pattes. Enfin, après peut-être que le bouquin n'était plus disponible contrairement aux news de la semaine. Joyeux Marvel! Vous l'avez vu, Marvel s'est mis en mode Maria Carré en proposant un épisode spécial de Noël des Gardiens de la Galaxie. Alors c'est une tradition qui est bien connue des fans de comics. Je parle pas de Noël, hein, je parle des numéros hors série spécial fête. Hein. Souvenez-vous au début des années 90 par exemple, les épisodes du Punisher, dans lequel les seules boules de Noël ont un calibre de 9 mm, te font voir des étoiles et t'envoient directement renifler du sapin. Hein. DC faisait absolument la même chose. Du coup, avant de se consacrer pleinement à la planification de l'univers DC, le réalisateur James Gunn va offrir un petit cadeau de Noël à la Marvel avant d'offrir son dernier grand cadeau d'adieu au studio qu'il a viré puis réembauché, hein, mais juste le bon laps de temps pour qu'il se fasse alpaguer pour devenir le chef de la concurrence, hein, tant pis. Ça vient de sortir, donc en ce moment il précise ses intentions pour ce petit holiday special dont le visionnage selon lui est obligatoire si on veut bien cerner tous les enjeux des Gardiens de la Galaxie, puisqu'il en a fait un cheval de Troie des éléments qui deviendront cruciaux dans le 3e opus, un 3e opus qui est apparemment beaucoup plus galère à produire que cette petite drôlerie. On nous promet un ton bien plus sombre pour venir conclure la grande saga des Gardiens de la Galaxie, hein, jusqu'au prochain, hein, tu connais le système, et c'est vrai que, sans spoiler, eh bien, on voit directement que les Gardiens de la Galaxie vivent sur Nowhere, ils ont un nouveau vaisseau qui s'appelle le Bowie, et ils ont recruté un chien, le chien Cosmo, hein, qui a des pouvoirs télékinésiques, hein, et puis le reste, bah, c'est de l'intrigue profonde, donc je vais rien vous spoiler du tout. Je ne pensais vraiment pas dire ça, puisque j'aime autant Noël que ce que Rocco aime l'abstinence, et surtout ce Noël à l'américaine, là, mais j'ai adoré, j'ai passé un très très bon moment devant ce hors-série qui est tout à fait léger, qui prouve d'ailleurs que tous les Gardiens de la Galaxie ne sont pas des héros. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'antagoniste à proprement parler, mais si on commence à réfléchir à qui l'est vraiment au niveau de la dramaturgie, eh bien on pourrait être surpris, c'est ça qui est intéressant. J'ai kiffé les 2 chansons originales du groupe Old 97, hein, c'est mignon, hein, on veut tous quelqu'un qui nous aime et vienne nous serrer pour se blottir contre lui la nuit quand il fait le plus froid, on veut tous quelqu'un qui nous enlace et nous couvre de baisers. Moi, tout ce que je veux pour Noël, c'est toi, hein. Comment ne pas kiffer ça? Je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de ce Holiday Special dans les commentaires. Trop stylé! Et dans l'actu ciné directement adapté de nos comics préférés, s'il y a bien des gens qui ne se reposent pas sur leur laurier, c'est l'équipe du film d'animation Into the Spider-Verse, New Generation, comme on l'a traduit ou pas justement en français, puisqu'ils se sont peut-être dit que les 5% qui leur manquent aux 95% de critiques positives sur Rotten Tomatoes, le site de critique, c'est peut-être des gens qui sont tellement exigeants qu'un seul pauvre style d'animation ne leur suffit pas. Donc dans la suite, qui sera en 2 épisodes de Into the Spider-Verse, ils vont nous proposer non pas un, non pas 2, mais 6 styles d'animation différents pour chacun des 6 multiverses, et c'est même comme ça qu'on va les différencier. Et quand on voit comment dans le premier ils ont donné un grand coup de pied dans le cinéma d'animation en proposant par exemple d'animer chaque personnage avec un nombre d'images par seconde différent pour venir retranscrire le style de chacun, eh bien il me tarde de découvrir ce qu'ils vont faire avec les 240 personnages mineurs qu'ils nous promettent. Alors calme-toi, Jean-Marc Morandini, un mineur c'est leur place dans l'histoire, hein, puisqu'elle sera majoritairement focalisée sur Miles Morales, sa famille ainsi que Gwen Stacy. Donc il nous file 2 exemples, puisque le monde du Spider-Man indien sera pensé avec la Nueva York de 2099 futuriste en tête, ainsi que le Mumbai actuel, donc un style qui s'appelle Mumbatan, ainsi que le monde de Gwen Stacy qui est pensé comme un monde travaillé avec plutôt plein de couleurs à l'aquarelle, hein, comme de l'encre vivante. Et méfions-nous, hein, puisque dans un monde où l'encre est vivante, hein, un symbiote peut facilement s'infiltrer en se faisant passer pour de l'encre noire, hein, et puis après tu finis par manger des bras, des pieds, des doigts comme c'était des knackis. Et il me tarde de voir le grand
retour de Miguel O'Hara, le Spider-Man 2099 incarné par Oscar Isaac, qui a la particularité de n'avoir que le sens d'araignée, pas le sens de l'humour. Et la condition pour qu'il revienne, disent les producteurs, c'était qu'il ne soit pas chiant. En même temps, j'ai envie de dire, quand dans l'histoire d'Hollywood, on a entendu quelqu'un dire je veux que ce personnage dans mon film soit comme une nonne dans un strip club. Justement, tiens, en parlant de bar de pole dance, j'en parlais dans l'intro du dernier JT Comics, le scandale et la grande déception pour les fans de Namor, dont soi-disant le paquet Languille avait été retouché pour disparaître en post-production. Et bien l'acteur Tenoch Huertan a pris la parole et a déclaré que non, justement, c'est l'image où il a le corail apparent qui a été retouché pour le faire apparaître et pas l'inverse. Je comprendrai que vous soyez terriblement déçus à vos mouchoirs. Et puis Vincent D'Onofrio, qui campe le personnage du Cade dans l'univers Marvel, a déclaré que la future série Daredevil Born Again allait tellement nous tenir en haleine qu'après un épisode, tout ce à quoi on allait penser, c'est à l'épisode suivant. Et effectivement, c'est sûrement le cas. Si les épisodes font 5 minutes 30, douche comprise, comme ceux de She-Hulk, on va y penser. On va aussi penser à la petite douleur colorectale qui s'installe avec ses formats Disney Plus à la con. Et enfin, Chris Hemsworth n'a pas tort, puisqu'il a déclaré que si un 5e opus de Thor se faisait, eh bien il faudrait changer de ton. Les deux premiers avaient un ton particulier, les deux d'après également. Et si on veut pas peut-être que les gens se matent en boucle des cinématiques de God of War, pourquoi pas adopter un petit ton sérieux, un petit ton vraiment épique et virer l'humour tout simplement. Alors l'acteur a déclaré que dans le dernier film, Thor avait perdu son esprit et qu'il était peut-être temps de le retrouver, ce qui résonne un petit peu différemment quand on sait le coup de marteau que s'est pris Chris Hemsworth en apprenant qu'il était génétiquement prédisposé à la maladie d'Alzheimer, ce qui l'a poussé à mettre en pause sa carrière d'acteur pour s'occuper de lui. Et d'ailleurs, courage à lui, si seulement ça avait pu être juste un Alzheimer chirurgical, pour juste qu'il oublie Thor 3 et Thor 4, un petit peu comme une hypnose, ça aurait été mieux, rien d'autre. Cendres aux enchères. Et non pas une, mais deux news insolites. Oui, tu croyais qu'avec à l'hôpital que tu rentrais avec une maladie et puis que tu en chopais une autre au passage. Non, il y a le JT Comics aussi. Et donc cette newsocomiale de la semaine, eh bien, ça concerne tout d'abord des cendres humaines dans les comics. Et oui, on va d'abord parler de Catherine Grunwald, donc la veuve du grand scénariste, éditeur, encyclopédie vivante du monde des comics, Mark Grunwald, qui a réinventé l'escadron suprême chez Marvel parce qu'il pouvait pas faire la Justice League chez DC. Et ça préfigure la grande réinvention postmoderne des super-héros. Je vous conseille de le lire. Évidemment, après, c'est Watchmen qui a pris toute la lumière, mais ça, c'est vraiment un précurseur. Vous y trouverez une approche cynique des super-héros, et la question, c'est jusqu'où iront les super-puissants pour modeler le monde à leur façon. J'ai eu le plaisir de travailler sur l'Omnibus qu'a sorti Panini il n'y a pas longtemps, notamment sur la traduction des bonus éditoriaux, et une préface de Catherine Grunwald qui explique ici que son mari n'avait ni travail, ni carrière, mais simplement une vocation, celle d'écrire. Et donc c'est plutôt naturellement que quand il est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 43 ans, une partie de ses cendres ont été ajoutées au mélange qui a constitué l'encre pour imprimer la version reliée de l'escadron suprême. Et là, rebelote, des années plus tard, sans couverture d'une réédition d'une autre série à lui, Contest of Champions, qui est un petit peu moins bonne à mon goût, mais pourquoi pas, va être imprimée en utilisant de l'encre avec ses cendres également. Et en parlant d'artistes talentueux qui nous ont quittés, parlons d'un des meilleurs d'entre eux, Steve Ditko, qui est le co-créateur entre autres de Spider-Man, de Doctor Strange, Hawk and the Dove, de Question chez DC Comics. Eh bien, sachez que sa collection privée de comics va être mise aux enchères, et c'est super intéressant de voir ce qu'il avait gardé ou non, puisque on sait qu'il s'était détaché de l'industrie mainstream des comics, qu'il a largement contribué à forger avec talent. Et il avait un petit peu d'ailleurs, il voulait plus trop de questions sur Spider-Man, ça le saoulait, il avait fini sa vie tranquillement en faisant notamment du travail dans la pub. Eh bien, sachez qu'il a tout de même gardé ses propres exemplaires de Amazing Fantasy XV et puis son premier run de Spider-Man du numéro 1 au numéro 38, avec le fameux numéro 33 où Peter Parker se sert de la force de tous les êtres qui sont en lui pour décupler la sienne et se battre, alors que certains aimeraient simplement être d'entente, mais on n'est pas là pour faire des vœux pieux, et pas chez Monsieur Samba, un médium au résultat reconnu. Et puis alors, si vous êtes dans la vente aux enchères, évitez d'avoir des spasmes, puisque le dernier exemplaire de Amazing Fantasy XV qui s'est vendu était 3 fois en meilleur état, il s'est quand même adjugé à 3,6 millions de dollars, un record, et l'heureux acquéreur a dû déclencher le sens d'araignée de toute sa banque. Source chaude. Et puis dans l'actu purement comics, ça serait dommage de ne pas surfer sur certaines vagues ciné pour la maison des idées, et Marvel va justement abattre une paire de rois, puisque dans la série Black Panther de John Ridley, eh bien, T'Challa va être aidé d'un allié, un allié inattendu en la personne de Namor, le roi de l'Atlantide. Alors ça fera plaisir aux fans de Wakanda Forever, mais aussi aux fans de comics qui savent qu'avec eux, à tout moment, ils passent d'alliés à grosse bagarre, un petit peu comme dans les meilleurs mariages, ceux où tu finis en costard dans la boue à régler des vieux comptes familiaux à la Lopez.
2013. Et puis souvenez-vous d'elle dans la série Jessica Jones, Patsy Walker revient dans sa propre mini-série par monsieur Christopher Cantwell et Alex Linz, Hellcat, et alors il semble vraiment ramener le Hell dans le Hellcat, c'est des chatanistes. Patsy a déménagé sur la côte ouest où elle vit dans une maison hantée par le propre fantôme de sa mère, sympa quand tu ramènes des dates à la maison, et puis elle va être suspectée du meurtre de quelqu'un de proche. Elle va devoir se défendre à la fois contre les autorités qui mènent l'enquête, mais également contre les traits surnaturels Sleepwalkers, et en même temps, son ex, le démoniaque Damon Hellstrom, revient, et ce qui est d'autant plus louche, c'est que lui, il peut la voir, sa belle-mère fantomatique, c'est un petit peu un tordu. Et puis chez Archie Comics, on nous ressort un personnage des années 1939, le héros Bob Phantom, qui a été créé pour venir surfer sur la vague Superman, la vague Batman, puisque c'est un journaliste le jour, ça vous rappellera quelqu'un qui fait des éditos, qui chronique ses propres aventures, et la nuit, ça devient un justicier qui utilise ses pouvoirs pour se battre contre la pègre, et alors là, dans la nouvelle série, il fait tellement bien son boulot la nuit, qu'il se met tout seul au chômage le jour, puisqu'il peut plus chroniquer ses propres exploits. Et oui, c'est pour ça que Batman ne tue pas et fait semblant de pas voir les failles de sécurité de la prison d'Arkham. Là, pour payer son loyer, le pauvre journaliste, il va devoir finir à se faire éclater les tympans entre Pascal Pro et Elisabeth Lévy, qui passent leur temps à vociférer que c'était mieux avant l'invention de l'Arabistan, évidemment. Lisez, cette semaine j'ai rien eu le temps de lire, j'ai à peine eu le temps de regarder le Holiday Special, et encore c'était en faisant 2-3 tâches administratives chiantes, j'ai quand même, mais ça c'est le boulot donc c'est pas la même chose, relu la version lettrée, c'est jouissif de voir un comics prendre vie, la version lettrée de Salamandre d'Ian Jekyll-Bard qui sort en début d'année prochaine chez 404 Comics, un bouquin édité par Karen Berger, donc Berger Books chez Dark Horse, c'est un vrai kiff qui vient parler du deuil, de l'enfance et de la place de l'art dans tout ça, notamment l'art dans une société où l'art n'est pas permis. On en reparlera évidemment. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Merci d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout et rappelez-vous, ça fait vraiment chaud au cœur. N'hésitez pas à réagir sur YouTube dans les commentaires où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre. Sur les réseaux sociaux aussi, vous pouvez me laisser vos messages pour El Bando del Pueblo, qui est votre espace de liberté depuis maintenant plus de 7 ans. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Quand on demande à James McAvoy si l'acteur va reprendre son rôle de Charles Xavier dans le MCU, il répond exactement comme un type à qui tu demandes s'il a trompé sa femme. Absolument pas, et si c'était le cas, je ne vous le dirai absolument pas. Prenez-en de la graine.